Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parole 2. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Laurent Mouret, qui est entraîneur de la section athlétisme du TUC à Toulouse, mais également directeur d'agence. Il sera question dans cet épisode d'athlétisme, de performance, mais également de lien avec le monde de l'entreprise et la gestion du temps dans la vie privée. Laurent, dans ce petit échange, nous livre ses petits secrets et parle librement des choses qui pour lui sont importantes dans la recherche de performance et dans la gestion de son quotidien. Une émission à découvrir sur ma chaîne YouTube, mais également sur mon site internet www.leprépamental.com. Bonjour Laurent, et merci de m'accorder un petit peu de temps ici. Je voulais vraiment t'avoir dans ce numéro de Parole 2 parce que tu es pour moi une référence en termes de coach et en termes de gestion d'entreprise. On va le voir par la suite. Mais avant toute chose, je voudrais que tu te présentes pour que tous ceux qui nous écoutent sachent à qui ils ont affaire. Allez, impeccable. Un grand merci à toi, Jonathan, pour me donner la parole. C'est vrai que c'est pas souvent qu'on a la chance d'être un petit peu entendus, nous, les simples coachs, entre guillemets, qui faisons un peu du travail de l'ombre. Mais c'est très intéressant, en tout cas. En ce qui me concerne, moi, j'ai 42 ans. Je suis marié avec une fille de 14 ans. Et là, voilà, qui est sportive, voilà, qui fonctionne très très bien, à l'école aussi. Et puis moi, sur mon parcours un petit peu de formation, une formation STAPS, maîtrise STAPS, puisque moi c'est le sport mon moteur et que c'était la seule formation qui me permettait de continuer mes activités sportives et un niveau d'études assez intéressant. Et puis voilà, après un bac général d'abord pour démarrer, et puis après voilà une formation STAPS et qui m'a amené à et d'une part d'avoir des compétences dans le sport et surtout après dans tout ce qui est encadrement et commerce dans mon travail de tous les jours. Ok, donc du coup toi actuellement tu occupes un poste d'entraîneur au SATUC. On va pouvoir en discuter un petit peu et c'est grâce à ça qu'on se connaît aussi. Mais tu gères aussi une entreprise. Est-ce que tu peux nous parler de ces deux activités-là ? Alors au niveau de l'entreprise, puisque c'est quand même ce qui me prend le plus de temps aujourd'hui, moi, j'ai une carrière professionnelle un petit peu particulière, si on peut faire un petit peu le détail. Donc voilà, maîtrise STAPS. En même temps, je travaillais dans un magasin de sport qui s'appelait Intersport La Belge, où je coordonnais des raquettes, puisque moi, j'étais moniteur de tennis aussi. Je coordonnais des raquettes en même temps de mes études. Et puis, mi-année de ma maîtrise, on est venu me chercher pour travailler. Donc, j'ai arrêté mes études, j'ai pas validé ma maîtrise de STAPS. Et je suis parti travailler directement sur la route en tant que commercial chez Prokenex. Et Westgut, ce sont des gens qui faisaient des cordages de raquettes et des raquettes de tennis. Voilà, dans ce monde-là. Et je me suis fait les dents un petit peu pendant 5 ans dans cette société, une petite PME toulousaine, assez sympa. 2 premières années en commerce, et puis les 3 années qui ont suivi, c'était vraiment la partie promotion. J'allais sur Roland-Garros, les gros tournois mondiaux pour corder d'une part, parce qu'on avait des endroits où corder, et puis surtout m'occuper des contrats raquettes chez les filles, parce que moi j'avais que des filles en contrat, pour tout ce qui était contrat de sponsoring. Voilà, donc ça c'était ma première expérience professionnelle. À la suite de ça, j'ai la chance de pouvoir m'associer avec un de mes meilleurs amis et de monter un magasin de sport de glisse à Toulouse, qui s'appelait Upriding à l'époque. Là, j'ai fait aussi 5 ans. 5 ans qui étaient génial. Donc, première expérience en tant que patron en 24 ans. Donc, c'était pas évident. Mais voilà, une belle expérience de vie en tout cas, avec malheureusement une fin qui m'a coûté beaucoup d'argent, mais c'est comme ça, c'est le monde des affaires. Et puis, donc, il a fallu rebondir à partir de là. J'avais besoin d'argent. Je suis allé vendre des maisons pendant 6 mois. Voilà, des maisons individuelles. Je faisais la construction de maisons pour essayer de rentrer un petit peu d'argent. Et puis après, je suis venu sur mon métier d'aujourd'hui, qui est vraiment un métier d'aménageur d'espaces ludiques et sportifs, dans lequel on aménage des skateparks, des city-stades et des jeux pour enfants. Et là, ça fait maintenant 15 ans que je suis dans ce métier-là. Et ça fait 5 ans que je dirige une petite agence d'une dizaine de personnes aujourd'hui, qui fait de l'aménagement de A à Z. C'est-à-dire qu'on part d'un produit zéro, on part d'un champ, et puis on fabrique tout un aménagement ludique et sportif. Un gros pan de ton travail, c'est quand même le relationnel, hein, encore maintenant. Et du coup, ce qui va nous amener un petit peu à notre prochain point, qui est comment toi, tu vois ton rôle de manager, que ce soit dans le sport, dans le SATUC, ou que ce soit dans ton monde de l'entreprise. Quelle est ta vision de ce rôle de manager ? Alors, c'est pas du tout la même chose pour moi, mais c'est complémentaire. Dans le sens où le quotidien dans une entreprise, c'est compliqué. C'est très compliqué dans le sens où ce ne sont que des problèmes à gérer. On a des bons côtés, évidemment, c'est réussir un beau projet, c'est avoir effectivement des relations qui paraissent saines avec ses employés. Mais à contrario, ça reste une vie de contrainte parce que
une vie d'entreprise. Aujourd'hui en France, on fabrique, moi j'ai une usine à Montauban, on fabrique français, on a des contraintes qui sont énormes en termes de normes et en tout cas de fiscalité, et ça permet pas forcément d'avoir trop la latitude humaine pour faire ce qu'on voudrait. Alors voilà, il y a cette balance qui est toujours un petit peu délicate, mais on essaye, et tu me connais un petit peu, j'essaie de faire le maximum pour que sur le plan humain, ça se passe plutôt bien quand même. En général, les gens qui sont chez moi vivent plutôt bien. Voilà. Ça se voit, ça se voit au quotidien, ça se voit sur le bord du terrain en tout cas, de ce que moi je peux en voir, et je confirme ce côté humain qui est hyper présent et qui fait aussi l'intérêt de cet échange que l'on a aujourd'hui. Tu parlais tout à l'heure de valeurs. Les valeurs pour toi, dans le monde de l'entreprise, mais également dans le sport. Moi, je te vois beaucoup parler, beaucoup échanger avec les gars. Un rôle presque de second papa, des fois, auprès de certains. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui te pousse, qu'est-ce qui te motive à être aussi proche des gars que tu entraînes? Alors, la première chose, c'est qu'il faut savoir que moi, je viens d'une famille de sportifs. Ça, c'est la première chose. Moi, c'est le sport qui a généré ma vie un peu quand j'étais plus jeune, en tout cas. Une famille de sportifs, une famille d'enseignants aussi, donc des gens qui ont des valeurs pédagogiques. Et ça, c'est important. Mon grand-père était à l'UREPS à Toulouse, directeur du CREPS d'Antibes. Mon père était, est médecin, mais était athlète au SATUC, au TUC à l'époque, puisque c'était pas encore le SATUC. Donc moi, de l'âge de 2 ans jusqu'à aujourd'hui, j'étais sur le stade Daniel Fauché. C'est ma maison. J'y allais 3 fois par semaine. J'accompagnais mon papa, ma maman, voir mon grand-père. Donc voilà, cette valeur-là, pour moi, elle est restée. Et c'est le sport qui m'a fait évoluer dans ma vie de tous les jours. Donc voilà, moi, j'estime que c'est un vecteur de sociabilisation, ça c'est sûr. Mais c'est surtout un vecteur d'équilibre. Moi, je crois que notre rôle en tant que coach, alors oui, il y a la performance, très bien, mais ça, c'est à la limite, c'est la cerise sur le gâteau, j'allais dire. Mais il y a surtout l'équilibre qu'on peut amener à tous ces jeunes. Et ça, pour nous, c'est très important. Nous, l'athlétisme, il faut savoir que c'est une école de vie. C'est un milieu où il n'y a pas d'argent, déjà, très clairement, à moins d'être à très très haut niveau, et encore, c'est très difficile. Vous en parlerez avec Gilali, peut-être Bedrani, il vous expliquera un petit peu comment ça fonctionne. Une bourse olympique, c'est 20 000 € par an. Avec ça, vous ne faites pas des miracles, d'accord? Il faut payer des entrées dans les meetings et ainsi de suite. Donc, on est là surtout pour des valeurs, au départ. C'est la première chose. C'est-à-dire que c'est la valeur du dépassement de soi, c'est la valeur d'être dans un groupe qui fait que sans ça, on n'arriverait pas à faire ce travail-là, parce que c'est trop dur. Quand tu viens à l'entraînement et que tu sais que tu vas vomir 15 minutes plus tard, soit c'est que tu as un problème au cerveau, soit c'est que vraiment tu aimes ça et que tu as envie de te prouver, y compris au groupe, que tu vas y arriver. Donc c'est vraiment cet esprit-là. Et moi, je suis dans un rôle, puisqu'on est deux aujourd'hui, on est 2 intervenants, il y a quand même quelqu'un on parlera d'Henri tout à l'heure, mais je pense que c'est important d'en parler. Il y a 2 intervenants et notre rôle, effectivement, c'est de mettre en musique les séances techniques, ça on sait le faire, c'est notre métier, en tout cas c'est notre passion, mais c'est surtout que là-dedans se crée un univers où l'autonomie soit présente et surtout un esprit de camaraderie. Moi, ce que je veux, c'est qu'après l'entraînement, ils aillent boire un coup ensemble et ainsi de suite, ils vivent des bons moments et le sport doit les rassembler autour de ça. Voilà, c'est un peu l'idée directrice. C'est étonnant parce que moi, je ne suis pas du tout de ce milieu-là sportif, en tout cas. J'ai une expérience sportive qui est complètement autre, notamment liée à des sports co ou des sports individuels comme le judo, mais je n'avais pas du tout cette notion de famille vue de l'extérieur de l'athlète. Et maintenant, le fait de vivre un petit peu des moments de vie avec le SATUC, je me rends compte que tout le monde tient à tout le monde fait attention à tout le monde, et surtout, ce qui m'a étonné positivement évidemment, c'est le fait qu'il y a très peu de notions de niveau, et le fait que tout le monde puisse courir avec tout le monde puisse échanger avec tout le monde. En fait, tout le monde est accessible. Il y a des mecs qui vont courir très très vite, mais qui vont être accessibles pour les gars qui vont bien moins vite. Et je trouve que vous, avec Henri, vous arrivez à créer une notion de dépassement individuel, mais avec un esprit de camaraderie. C'est le but, parce que mon histoire, moi, sportive, elle est assez rigolote. Moi, je viens du foot, en fait. J'ai commencé le foot, tu ne vas pas le savoir, forcément. À 4 ans, j'ai commencé le foot. Je suis allé jusqu'à 16 ans. Donc, j'étais repéré et pris au centre de formation de la JOCR. Je ne suis pas allé au bout parce que, pour des questions familiales, il fallait passer son bac plutôt qu'aller jouer au foot. Donc, c'était une carrière qui s'est arrêtée, finalement. J'ai un de mes cousins qui a joué à l'Olympique de Marseille, Cédric Mouret, donc en équipe première. Donc voilà, le sport est vraiment ancré là-dedans. Donc c'était d'abord le foot. Et puis à l'âge de 16 ans, Henri, dont on parlait, qui est quand même de ma famille, me dit: tu as d'énormes qualités sportives, pourquoi tu ne viendrais pas faire un essai à l'athlétisme? Pour moi, c'était même pas, comme tu dis, je venais du sport co, pour moi c'était un sport dur, qui n'était pas forcément très sympa, très agréable. Bon, je ne voyais pas trop l'intérêt. Et puis je suis arrivé là, et en arrivant là, j'étais évidemment le moins bon. Moi, je me croyais très fort, et puis j'ai pris, comme tout le monde, un coup d'air à la tête, et je me suis rendu compte que pendant 6 mois, je me faisais battre en sprint. Et quand tu es sportif soi-disant de bon niveau,
ça te met quand même une claque au moral. Et là, je me suis dit, ok, donc là, c'est une remise en question, c'est un apprentissage, normal, jusque-là, le sport demande apprentissage, pas de souci, mais par contre, j'ai été aidé par des garçons qui ont été des gens qui étaient très forts. J'en avais Xavier qui faisait 10-40 au 100 mètres, qui était un mec qui était international, qui m'a pris sous son aile, et j'ai toujours ça en tête. Et sans lui, je pense que j'aurais pas continué. Et derrière, ça m'a amené à un bon niveau national. J'étais pas non plus un grand athlète, mais un très bon niveau national en tout cas, avec des titres de champion de France en relais. Mais c'est cette camaraderie qui m'a fait rester. Sinon, j'aurais fait autre chose parce que moi, je faisais du ski, je faisais beaucoup de sport de glisse, j'ai fait beaucoup de sport à haut niveau. Pas de souci. Mais la clé, ça m'a plu. J'ai pris ma première licence en 96 au SATUC et je suis encore licencié aujourd'hui. Ça fait 24 ans, d'accord? Donc, je veux dire, on peut pas tricher sur une activité s'il n'y a pas quelque chose de particulier. Et ça, c'est grâce à Henri, puisqu'Henri était mon entraîneur à cette époque-là, et a véhiculé cette valeur-là. Et moi, j'essaie de le garder. Pour moi, je veux qu'ils viennent avec le sourire, même si c'est dur, même si dans la journée, ils ont eu des soucis, parce que, oui, c'est compliqué, hein, c'est très bien, une vie d'étudiant, une vie de scolaire, une vie même de travailleur. Mais je veux quand ils soient là, ils pensent à autre chose. Ça leur fasse du bien de venir, que ce soit pas une contrainte. Même si ça va être dur, même si ça va être très compliqué, ils sont là. Et d'ailleurs, tu l'as vu, parce que tu participes avec nous, ils sont quasiment tous là. Il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas d'histoire. Et quand ils sont là, ils sont en tout cas dans de bonnes conditions. Et les plus forts, entre guillemets, pour moi, doivent être les moteurs. C'est les grands frères. C'est eux qui prennent les séances quand on n'est pas là, parce que ça peut arriver. On est de simples bénévoles malgré tout, malgré des diplômes et malgré plein de choses. Mais ils prennent la séance en charge et je peux me reposer sur eux. C'est très important d'avoir des capitaines pas de soirée, mais là, c'est des capitaines. Alors, ils peuvent être des capitaines de soirée parce qu'ils sont bons aussi. Hein, mais c'est surtout des capitaines sur le terrain. Et pour moi, c'est très important. C'est le relais de ce que je leur ai transmis depuis une dizaine d'années. Certains, ils sont là depuis 10-15 ans avec moi. Voilà, ils arrivent à transmettre et peut-être que derrière, on fera des entraîneurs. On verra. Moi, c'est ce qui s'est passé pour moi. Hein. Je n'étais pas du tout voué à être entraîneur d'athlétisme. Hein. Ce n'était pas le but au départ. Et pourtant, tu y es bien. Ça se passe pas trop mal, en tout cas. Cette notion d'entraînement te prend énormément de temps. Ça te demande beaucoup d'énergie, beaucoup de sacrifices aussi. Comment arrives-tu à associer, à faire en sorte que tout s'imbrique dans ta vie, entre ta vie perso, ta vie pro et ta vie d'entraîneur aussi? Explique-nous comment tu arrives à tout faire coïncider. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis avec ma femme depuis qu'on a 18 ans. Donc, elle a tout vécu avec moi. C'est-à-dire qu'elle a vécu mon passé de sportif, de bon niveau, avec le ski, le machin, le truc à droite à gauche, plus l'athlétisme. Donc, elle savait que pour moi, c'était un besoin. D'accord? C'était pas une lubie, c'était un besoin. J'avais besoin de ça. Donc, on s'est mariés. Elle m'a équilibré parce que j'étais un peu foufou à l'époque. Et puis, aujourd'hui, elle sait très bien qu'elle peut pas me le reprocher. Après, combien ça fait de temps? Je ne sais même plus. C'est presque 25 ans qu'on est ensemble. Voilà, parce que j'ai 42 ans, donc c'est ça. C'est 25 ans qu'on est ensemble. Elle sait très bien que j'en ai besoin. Donc, c'est un équilibre à trouver. Moi, la semaine, elle est assez simple. Hein. Le matin, je commence, il est 5h30 du matin. Je vais m'occuper de mes chantiers, de l'usine, de tous mes collaborateurs. Je fais une journée pleine jusqu'à à peu près 16h30. Et puis là, après, je me mets en mode athlétisme. Et ça, 4 fois par semaine. Donc voilà, entre 18h et 20h30. Mais tout ça, c'est bien coordonné, puisque bon, on a la chance d'avoir ici des gens qui s'occupent de notre fille. Donc moi, j'ai mes beaux-parents qui sont à côté de chez moi, donc c'est facile en termes d'organisation. Mais voilà, l'idée, c'est un petit peu ça. Mais j'ai besoin de ça. Là, ce confinement a été compliqué, pas parce que je ne peux pas sortir. J'ai pas eu cet équilibre. Pour moi, c'est l'équilibre de ma journée. Comme mes athlètes, ils ont cet équilibre de venir, moi, c'est la même chose. C'est vraiment ma bouffée d'air frais et d'air pur qui me fait un peu penser à autre chose, quoi. Et c'est important. Et par contre, quand je quitte là, après, on repart sur un système traditionnel, comme tout le monde. Mais voilà, j'ai la chance de pouvoir gérer mes horaires, donc je peux être disponible quand il y a besoin. C'est le gros avantage aussi. Mais avec quand même même si tu as des facilités dans la gestion de ton temps en tant que directeur, tu fais en sorte quand même que le travail est fait en te levant très tôt, en mettant en place une forme de routine qui fait que tu arrives. Et chose que l'on peut voir chez des athlètes de haut niveau, chez qui on demande, tu l'as connu, de mettre en place des routines dans le travail, pour le réveil musculaire, pour les entraînements, pour les compétitions. Toi, au niveau de ta vie actuelle, tu as mis en place des routines qui font que ça renforce ton quotidien. Tu arrives à tout. Exactement. C'est un équilibre pour moi. C'est un équilibre. Alors, c'est lourd, hein, évidemment, quand tu travailles toute la semaine avec des responsabilités, te retrouver sur un stade à 18h, arriver à déconnecter pendant 2 heures, pas oublier ta séance, parce que mine de rien, il y a quand même une séance à produire et puis il y a de la qualité à produire. On est sur des gens qui cherchent de la qualité. On n'est pas que sur de l'enseignement basique. Donc, il faut faire aussi de la qualité. C'est pas tous les jours facile, mais ça permet d'avoir aussi pour moi, c'est une gymnastique intellectuelle qui est très intéressante, ça c'est sûr, très gratifiante pour moi à titre personnel, je parle par contre. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que moi je considère que l'entraînement, en tout cas, c'est arriver à produire 120% d'un potentiel.
que tu sois capable d'être champion de ton lotissement ou champion du monde. C'est la même chose pour moi. C'est-à-dire que moi, tu en parlais tout à l'heure par rapport au niveau des gens dans notre groupe, en tout cas, et dans ma façon de travailler, pour moi, je fais aucune différence. La personne qui va faire 12 secondes et qui est partie parce qu'elle en faisait 13,50 au départ sur 100 mètres, et celle qui va faire 10,40 alors qu'elle en faisait 11, mais pour moi, c'est le même travail. On a réussi les mêmes choses. Alors après, chacun a des valeurs, et c'est la vie qui veut ça. C'est dire, voilà, je veux amener quelqu'un à avoir 120% de son potentiel, de ce qu'il aurait pu imaginer faire. Après, ça réussit pas, mais en tout cas, c'est notre philosophie. Comment vous arrivez à voir le potentiel possible chez certains athlètes? Je m'explique. Je suis actuellement un athlète que tu connais, on ne dira pas forcément le nom, mais tu dois voir qui c'est. Tu parles toujours de son très gros potentiel, mais de sa capacité faible à se mobiliser sur les interventions. Comment tu arrives à voir, toi, ce potentiel athlétique chez lui? Alors, c'est les habiletés motrices. D'accord. Ce qu'il faut, la problématique, c'est que pour être un bon, alors en athlétisme en tout cas, après, dans d'autres sports c'est peut-être différent, mais il faut être un vrai sportif. Il faut être capable d'endurer de la force, de l'endurance justement, du travail technique, et c'est peut-être le plus difficile. Faire de la force, faire de l'endurance, j'allais dire que n'importe qui, en fonction de son niveau, peut y arriver. Tu vois, je prends le cas d'un entraînement de 400 mètres, par exemple. Finalement, c'est faire ou même du demi-fond, à la limite. Tu fais un petit peu de course, tu sais ce que c'est encaisser de l'effort. Ok, très bien. Ça, à la limite, en fonction de son niveau, tout le monde peut arriver à progresser. Par contre, après, il y a toute l'habilité motrice qui fait que tu vas être capable d'accepter un travail technique. Et c'est là que se fait la grosse différence. C'est que ce travail technique, c'est lui qui va faire la différence du bon, voire au très bon. Et c'est là où, en France, aujourd'hui, on a un problème sur le coaching, c'est qu'on manque d'entraîneurs techniques, techniciens, en tout cas. Donc, on fait beaucoup de choses faciles, entre guillemets. Sur les compétitions, tu vois beaucoup plus de 400 mètres, de 800 et de 1500 que de 100 et de 200. Parce que le travail sur 100 mètres, c'est 4 ans de travail pour gagner 5 dixièmes. Sur 400 mètres, quelqu'un qui a un peu de caisse, qui vient du foot, par exemple, qui jouerait demi-défensif au foot, tu le mets sur 400 mètres, en 6 mois, il te fait 49 secondes. Hein. Il a un bon niveau national. Alors que ce n'est pas le cas dans les épreuves techniques, dites techniques. Et ça, cette formation, je l'ai eue avec Henri, qui lui est un technicien. Lui, il sait, en physio, il sait te dire comment ça fonctionne. En biomécanique, il t'explique comment ça fonctionne. Et moi, j'en ai connu 2 comme ça en France. Hein. C'est pas pour lui envoyer des fleurs, mais en tout cas, c'est le cadre. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on met en place un exercice, on explique sur le plan biomécanique et ainsi de suite ce qu'il se passe. Certains vont le comprendre parce qu'ils ont les habilités intellectuelles aussi, parce que c'est pas simple, mais ils vont le comprendre. D'autres ne vont pas forcément l'intégrer, mais par contre vont se poser des questions, donc vont venir vers nous pour aller vers le travail technique. Donc le potentiel, il est là. Voilà. Après, effectivement, ça se voit très vite avec quelqu'un qui va courir vite, en tout cas, ça se voit très vite. C'est très simple à voir. C'est très simple à voir. Mais c'est cette partie technique qui, pour moi, est la plus importante. Et là, on est vraiment différent de ce qui se passe aujourd'hui dans ce milieu-là de l'athlétisme, où vraiment c'est l'inverse qui se met en place. C'est tellement simple de faire des programmes d'entraînement, filer ça sur un papier et de dire je serai là une fois par semaine pour vérifier que tout va bien. Pour moi, c'est pas ça qu'on doit faire. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu ces habiletés motrices là dont tu parles, qui sont spécifiques à l'athlète? Par exemple, prenons l'exemple des sprinteurs du SATUC. Qu'est-ce que vous développez, sans dévoiler tous les secrets, évidemment? Non, il n'y a pas de secret. Hein. Mais quelles sont les spécificités de votre rôle d'entraîneur dans le sprint au SATUC? En tout cas, qu'est-ce que vous mettez en avant? La plus grosse difficulté pour nous, c'est l'arrivée du sportif, en tout cas, sur la piste. Quand il arrive, quand il débarque, pensant qu'il était, soi-disant, peut-être très fort au rugby, très fort au tennis, très fort dans d'autres sports, et arriver là, et comme j'ai vécu moi, arriver à prendre une barrière et se dire, oula, là, finalement, c'est compliqué. Donc, notre premier travail, c'est l'intégration technique de la base. Donc là, pendant 6 mois, c'est de la technique. De la technique, du travail de plot, du travail de placement, du travail de pied, du travail des choses qui sont hyper chiantes, hein, on est d'accord, hein, mais qui donnent la base du travail. Après, à partir de là, y mettre de la force avec de la musculation, y mettre de l'endurance avec des séances techniques, aérobie, ainsi de suite. Très simple, puisque techniquement, il y a déjà la base qui est là. Et pas faire l'inverse, ne pas se tromper. Ça serait trop facile de faire l'inverse. Parce qu'en 6 mois, je suis capable de faire quelque chose de bien avec quelqu'un. Mais derrière, il va manquer cette partie qui va faire la différence après. C'est vraiment dans ce sens-là qu'on travaille. Et là, on est vraiment différent de ce qui se passe. Mais par contre, c'est difficile ce travail, hein, pendant 6 mois, voire 1 an pour certains, parce que chacun assimile comme il peut. C'est pas simple pour tout le monde. C'est très rébarbatif et très compliqué, quoi. C'est pour ça que c'est compliqué, c'est long, et il faut être capable de l'intégrer. Et du coup, au niveau de l'échauffement, je sais que vous avez mis en place le travail de gamme
qui pour moi était inconnu. Hein. Je pensais qu'on faisait de l'échauffement un peu comme... Ce travail de gamme-là a un aspect spécifique. Tu m'en as déjà parlé. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi c'est spécifique à l'athlète, enfin en tout cas, pas forcément à l'athlète, mais pourquoi vous insistez là-dessus? Alors, pour nous, c'est une routine. C'est-à-dire qu'on imagine que cette partie-là, à la limite, on est de moins en moins présent. Au départ, on l'est beaucoup, et puis après, par la suite, on les laisse un petit peu en routine. Mais cette partie-là, elle doit durer une demi-heure. Elle doit être le moment où on se reconcentre sur les bases. Quand on fait ce travail-là, c'est un travail qui se fait lentement, qui se fait en décomposition, et là, on retravaille ses bases, ses poses de pied, ses travails de bras. Parce qu'après, dans l'activité et dans la séance, oui, on y vient, mais je ne peux pas donner trop d'informations. Parce que ça tue l'information et que c'est trop compliqué. Cette partie-là, c'est la partie où on se recentre tous. On donne les objectifs de la séance. On en profite pour refaire le point de la séance d'avant et ainsi de suite. C'est la partie où tout le monde va se retrouver, mais c'est surtout la base technique, là encore, c'est la base de notre travail. Si déjà là, c'est pas cohérent, et là, c'est là où je mets un peu en colère, parce qu'il y a des gens qui le font pas très bien. On a des cas que tu connais. Bon, on le fait, mais c'est chiant, on dispute, on a le... Non. Alors que ça, c'est la routine de base. Et si tu vas un petit peu moi je suis allé dans des camps d'entraînement, y compris dans le football américain, des choses comme ça, cette routine, c'est la base du travail. Un athlète de haut niveau, c'est 1h30 de routine avant de rentrer sur un stade. D'étirement, de gamme et ainsi de suite. Et en plus, on met en place la machine, tranquillement. On la met en route. C'est la base pour nous. Donc nécessaire à une approche de la performance individuelle. Plus nécessaire. Complètement. Mais c'est important qu'on le dise. Hein. Je pense qu'on est convaincus tous les deux de cet intérêt-là. Mais c'est important que certaines personnes puissent entendre que ce travail de routine, si on a des objectifs, ça peut aider aussi. Et dis-toi que là, moi je travaille, enfin tu le vois régulièrement, mais je travaille avec des athlètes, c'est sûr, du club, mais j'ai d'autres activités après à côté avec des tennisman, des rugbyman, en préparation physique. Et je suis stupéfait de la méconnaissance technique des bases de tous ces gens. Et c'est des gens qui ont des très bons niveaux. On ne parle pas de gens qui démarrent. Parce que là, on affine les qualités sportives. Le manque qu'il y a dans ces disciplines, c'est vraiment, ça fait peur. Et là, j'interviens avec Michel Marfin maintenant au Stade Toulousain là, sur les petits. De la même façon, c'est pareil. Il faut tout travailler. Il y a du travail. Et je pense que le coach d'athlétisme aujourd'hui, il est recherché dans le sport en général parce que justement, il a il a cet univers qu'ont pas forcément après les autres sports, quoi. C'est un peu différent, il y a une approche différente. Sachant que moi, quand j'intervenais par exemple avec Henri à Colomiers sur l'équipe première, c'était sur des tâches précises de rugby, c'était des tâches précises, mais d'athlétisme. Pour nous, c'était 2 fois 2 heures par semaine où on faisait de la base technique, mais c'est que des gammes de travail. Avec ballon ou sans ballon, parce qu'il faut toujours les raccrocher à quelque chose, et par contre, c'est que de la base technique. Et ça, elle est valable pour tout. Tu prends le hand, c'est la même chose. Tu prends des skieurs, ils sont nuls, excuse-moi, techniquement, c'est des gens, oui, ils descendent, d'accord, mais par contre, il faut avoir de la qualité sportive. Et souvent c'est au détriment de ça. La force prend le pas sur la technique. Et c'est là où on se trompe aujourd'hui, parce que les Américains fonctionnent dans un système comme ça. Et c'est l'image que l'on les gens. Nous, en athlétisme, en tout cas, si tu regardes un 100 mètres en finale olympique, par exemple, tu as la moitié des gars qui ne savent pas courir. Pour nous, hein. Ce sont des machines de guerre, c'est des bulldozers. Mais ils font 2 ans et puis ils s'arrêtent parce qu'ils sont pétés de partout. Donc il y a toute une école. Ça me fait écho à un petit reportage que j'ai vu il y a quelques années sur Vincent Clerc qui allait à l'INSEP et qui a analysé la cinématique de course. C'était un sprinter qui analysait et qui disait là, c'est pas bon, quoi. Et même Vincent Clerc disait, si j'avais su ça plus tôt, j'aurais pu mettre encore plus d'essais, courir plus vite, en tout cas courir mieux et éviter peut-être, et c'est quelque chose que j'aime discuter avec toi, la notion de blessure. Le fait de mettre en place ces routines, ces gammes-là, est-ce que pour toi, ça a un rôle vraiment clé dans la prévention des blessures? Alors, ce serait trop facile de dire oui, parce que sinon on aurait trouvé la solution et ça serait tellement bien. Moi, il faut savoir que c'est ma plus grosse hantise. Aujourd'hui, la blessure, quel que soit le niveau, c'est la hantise. Parce que sur le plan psychologique, c'est horrible. Tu as travaillé, tu es prêt, et ça arrive toujours le jour J ou la veille. De toute façon, c'est comme ça. Parce que ton corps, il est amené à 160% de sa performance maximale. Tes fibres, elles sont tirées au maximum pour arriver à la performance, et c'est là où ça pète. De toute façon. Et quand ça doit péter, c'est là. C'est pas au moment où tu es relâché, où tu es tranquille. Mais effectivement, si ce travail de gamme, si ce travail de comprendre pourquoi musculairement je te demande ça, parce que c'est ça aussi, hein, être capable de me faire un retour. De me dire, ah oui, j'ai compris, il faut que je vienne vite, un genou, un machin, un truc, mais pour telle raison physio, parce que derrière, il y a une raison physiologique. Les muscles antagonistes, ainsi de suite, tout ça, c'est des choses que, au fur et à mesure, il commence à comprendre, il le maîtrise. Mais effectivement, ça serait trop simple de le réduire à ça. Pour moi, il y a l'hygiène de vie à côté, c'est obligatoire.
Tu as la nutrition. Si tu passes à côté de ça, bah, tu peux faire ce que tu veux. Si tu manges McDo tous les soirs, tu vas te casser tous les 4 matins. C'est certain. Et le problème, c'est que ces gens-là, la plupart du temps, dès qu'ils ont plus mal, ils reprennent. Il n'y a pas de phase où je me dis, je me réathlétise. Quand tu as une déchirure, un sprinter, c'est les ischios qui chargent en général, c'est une déchirure, c'est 3 mois d'arrêt. Ça paraît énorme, mais la déchirure en elle-même, c'est 3 semaines. Mais par contre, derrière, si tu veux reprendre un rythme, c'est 3 mois d'arrêt. Donc c'est une demi-saison qui est foutue. Soit une saison hivernale, soit une saison estivale. Bon, ça te remet tout à zéro. C'est pour ça que la préparation est très importante. Donc on parle de ça, on parle d'hygiène de vie, on parle effectivement de nutrition, et on parle de préparation mentale. Là où tu interviens toi, parce que pour moi aujourd'hui, et j'avais pas forcément intellectualisé le truc, mais c'est vraiment, c'est le cadre, ces 4 trucs-là, c'est le cadre pour moi qui font que ça peut fonctionner. Si on veut faire de la performance. Mais il faut, toi, c'est excellent parce que on a un retour, parce que il se confie au préparateur, mais pas à l'entraîneur, parce qu'on n'est pas du tout dans le même rôle aujourd'hui, et tant mieux, parce qu'il y a des choses qu'ils ont envie de te dire qu'ils ne me diront pas, et inversement. Mais je crois que ça, c'est l'équilibre qu'il faut trouver du vrai sportif. Et quel que soit son niveau, hein. Évidemment, le très haut niveau lui demande encore plus de précision, mais sur quelqu'un qui a un bon niveau national, ou même un niveau régional, je pense que ce travail-là, il est à faire quand même. Et ça, c'est complètement, malheureusement, dans les clubs aujourd'hui, alors on n'a pas trop de moyens, c'est pas facile, évidemment, mais c'est trop mis de côté. C'est-à-dire que le gars qui a un niveau moyen, on lui dit, bon, très bien, merci pour ta séance, et ça s'arrête là. Alors que c'est là qu'il faudra aller jusqu'au bout, à mon avis. Après, c'est une question de moyens aussi. Mais je crois que c'est le cadre, il est là. Si on n'est pas capable de faire ça, on ne touche pas à la performance pour moi. Je suis d'accord. Puis la notion de performance, c'est quand même très particulière. Comme tu dis, c'est la personne qui arrive à 13 secondes 50 au 100 mètres et qui descend à 12, il a performé. Il allait tutoyer un peu le sommet de ce qu'il pouvait faire physiologiquement, intellectuellement aussi au niveau de sa pratique sportive. Mais voilà, la performance est intimement liée à notre potentiel chacun, et puis aussi le potentiel travail. Hein. Parce qu'il y en a certains, ils ont un potentiel technique de base, physiologique hyper intéressant, mais le potentiel travail, s'il n'y est pas, en tout cas s'il ne le cultive pas, en effet, on passe à côté de belles performances. Ce qui fait le très haut niveau, et c'est ça, tu as tout à fait raison, c'est effectivement de grosses qualités, mais un gros travailleur, parce que sans ça, il y a un moment où ça bloque. Et ce moment où ça bloque, il y a 2 phases, hein, soit tu t'arrêtes parce que tu ne progresses plus, soit tu es capable de te remettre en question. Mais c'est souvent là qu'on les perd, parce qu'ils vont faire d'autres sports, parce qu'ils vont faire du sport co, parce que c'est plus simple. Il y a un copain à côté. Et moi, je cours vite, donc le copain il me rattrapera s'il y a besoin. Là, par contre, on est dans un couloir avec un chrono, on est tout seul. Donc là, malheureusement, il n'y a pas d'échappatoire, quoi. Si tu n'as pas bossé, ça ne paiera pas. Ça, c'est certain. Et je suis complètement d'accord avec toi. J'ai envie de rebondir sur quelque chose qui fait écho à tout ça. Hein. C'est par cette période de confinement que l'on a vécu. Tu disais tout à l'heure, ton besoin d'entraîner, ton besoin d'être dehors dans la vie active, ça pète un petit peu le moral, ça casse les jambes un petit peu. Là, tu as commencé à reprendre le contact avec l'équipe du SATUC, garçons et filles. Oui. Comment tu les sens? Comment toi, tu vas appréhender cette période de déconfinement et de reprise de travail qui risque d'être un petit peu particulière? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on ne s'est pas arrêté de travailler. Ils ont eu 4 séances par semaine depuis le début du confinement. Qu'ils ont tous fait, quasiment, on a eu le retour, tout le monde l'a fait. Alors, chacun à sa façon, parce qu'effectivement, c'était pas simple, mais ils ont tout fait. Donc là, on ne repart pas à zéro. C'est-à-dire qu'on a fait tout un travail de travail technique, pas technique justement, d'aérobie, de mise en place foncière, de façon à ce qu'on puisse redémarrer dès qu'on va pouvoir, parce que le calendrier est sorti, on a toutes nos compétitions qui tombent entre fin septembre et fin octobre, ça va être très regroupé, donc ça va falloir beaucoup courir et ça va être très dur, mais il faut une reprise en main. Et là, l'avantage, c'est que je vais les récupérer, je pense, la semaine prochaine, si tout va bien, avec quand même une base de travail qui n'ont pas arrêté. Donc je vais pouvoir recommencer à faire du rythme très rapidement. La semaine d'après, disons, tu vois, je vais les reprendre un petit peu en main, et puis la semaine d'après, on va s'y remettre. Mais sans ça, j'aurais pas pu le faire, c'était trop tard. Sans ça, la saison était terminée de toute façon. Donc nous, on a insisté là-dessus, on n'a pas forcé, les gens ont fait ou n'ont pas fait, mais en tout cas, ceux qui seront à l'entraînement, c'est ceux qui auront suivi ce programme. On refusera ceux qui ne l'ont pas fait, parce qu'il y aura trop de casse. Ça sera trop dangereux, c'est sûr. Alors après, ils sont demandeurs, effectivement, mais on n'a rien fait de technique, donc il n'y a pas eu de problématique de retour, j'ai bien fait, j'ai pas bien fait. Non, c'était du foncier, la mise en place. Donc normalement, ça devrait fonctionner. Et là, par contre, on peut faire un gros big up à Henri, c'est lui qui a mis en place toutes ces séances, parce que moi, très franchement, même avec 15 ans d'entraînement derrière moi, je ne suis pas capable de faire un programme aujourd'hui, pendant 2 mois et demi, de gens pour faire des programmes chez eux. Parce que là, il faut te dire que c'est ça. Dans ton jardin, être capable de faire 4 séances par semaine. Là, il faut avoir d'autres valeurs que le simple entraîneur, je te le dis, hein, c'est clair. Voilà, donc non, ça s'est très bien passé. Franchement, voilà, on devrait être pas trop mal, quoi. Ça devrait être pas trop mal.
On va réduire la casse, j'espère, en tout cas. Et je le souhaite vraiment parce que ça va. C'est vrai que les échéances sont belles. Il y a des Ouais. choses qui arrivent qui seront intéressantes. Et d'ailleurs, je voulais parler avec toi du principe de l'assimilation. On parlait tout à l'heure donc du coup d'intégration de charges de travail, etc., de temps, de facteurs individuels. Et j'ai lu il n'y a pas longtemps un article sur le fait que les courants actuels en vitesse prônaient que l'exercice de vitesse. Sauf que j'ai vu chez vous des gars courir des kilomètres et des kilomètres aussi. Pourquoi faire du foncier alors qu'on travaille sur du 60 mètres la moitié de la saison? Le foncier te permet d'accéder, comme on disait tout à l'heure, au travail technique d'une part et surtout au travail d'affûtage. C'est-à-dire que le travail d'affûtage, c'est le travail qui vient après toute la période foncière où on a mis en place sur le plan cardiaque, sur le plan aérobie, toute la base du travail. Derrière, après, on mettra du rythme, on mettra de la technique et on mettra de la charge de travail en termes de musculation. Voilà, c'est le cadre. Si tu fais pas ça, tu vas tenir un mois, à peu près, à fond, et puis dans un mois, tu es carbonisé. Parce qu'il faut savoir qu'on travaille sur des pics de forme. Donc nous, on est sur des séances de 8 semaines, d'accord, préparation 8 semaines, avec un pic de forme. Ce pic de forme, on le met où on veut le mettre, c'est-à-dire que ça correspond souvent aux belles compétitions, tu vois. Mais on arrive, on démarre avec un système très léger, et puis finalement, au bout de 8 semaines, on arrive sur quelque chose qui soit cohérent. Et tout ça, ce sont des phases différenciées qui fait que c'est pas un travail qui est balancé au hasard. Mais c'est travail foncier, de septembre, j'allais te dire, jusqu'à fin novembre, ils ne mettent pas les pointes. Hein. D'accord. D'ailleurs, c'est quand même un peu bizarre, mais ils ne mettent pas les pointes. C'est quelque chose qu'on m'avait fait remonter les gars, et c'est vrai que c'était une question au final, en même temps, je comprends mieux maintenant avec ce que tu dis. En gros, le foncier, la durée, le temps libère la vitesse. Exactement. Si tu n'as pas ça, tu peux pas mettre de la vitesse. Tu peux mettre de la vitesse sur une base qui n'existe pas. Tu vas pas faire longtemps. Tu vas faire 15 jours. Oui, tu vas pas, peut-être que dans 15 jours ça va marcher parce que tu auras la fraîcheur. Par contre, à contrario, tu n'auras pas le gain technique et surtout le gain physique. Il faut pouvoir assumer. Attention, c'est compliqué. Hein. C'est des 4 séances par semaine qui sont pas faciles. Moi je me suis questionné sur les temps de récup. Si tu veux, moi, quand j'essayais de faire une séance là, type que vous puissiez faire avant le confinement à la maison, je pouvais pas courir le lendemain. Mais c'est ça. Tu vois, j'ai pas ce bagage-là personnel, mais je comprends mieux maintenant l'installation, la prépa physique, on n'en parle plus dans les clubs, c'est installé depuis longtemps, mais je comprenais pas le besoin de devoir courir longtemps finalement pour pouvoir courir vite. C'est ça. Voilà. Et maintenant là, c'est beaucoup plus clair. Et de la même façon, pour courir vite, il faut s'entraîner doucement. Sur le plan technique, toute la décomposition technique, elle doit être très lente. Parce que si tu le fais à grande vitesse, tu ne crées que des contraintes. Si c'est pas engagé, si c'est pas assimilé, tu peux pas mettre de vitesse dessus. Ah si, tu vas essayer, mais tu vas pas y arriver. Tu sais qu'il faut monter les genoux, mais tu n'as pas ce qu'il faut pour le faire, et ainsi de suite. Alors que le travail de gamme, on y revient de tout à l'heure, c'est un travail qui est fait lentement. Et là aussi, pour un sprinter, c'est hyper frustrant. On n'aime pas travailler lentement, on n'est pas là pour ça. On est là pour courir vite. Et oui, mais la base, elle n'est pas là. Et oui, forcément. Mais ce travail-là, il doit être fait comme ça. C'est pour ça que je fais beaucoup de vidéos à très petite vitesse. Ouais, tu connais ton corps, encore une fois, une connaissance de soi qui a accru. Et c'est capital. Bon, mais super, Laurent. Écoute, voilà. On apprend beaucoup de choses. Mais avant de clôturer ça, je voulais quand même que tu nous parles. On parlait de dates tout à l'heure pour le SATUC, enfin pour le TUC, pour l'athlé. Et je voudrais aussi que tu me parles donc de ces dates-là. Potentiellement, si tu peux en parler, je ne sais pas, c'est officiel maintenant? C'est validé? C'est officiel depuis vendredi dernier. Voilà. Bon, on pourra en parler alors. Et aussi que tu me parles de tes projets futurs en tant que directeur d'entreprise, en tant qu'entraîneur. Voilà, c'est ces deux pans-là. À la fois le côté sportif et à la fois ton côté plus personnel, tes projets à toi et des gens avec qui tu vas bosser. Comme ça peut faire écho peut-être à certaines personnes. Alors, sur le plan sportif, le calendrier est en sortie. Nos championnats de France vont se dérouler donc de, on va dire, mi-septembre pour les élites jusqu'à fin octobre. Hein, c'est le cadre, avec des championnats de France jeunes, ainsi de suite. Donc tout ce qu'on avait prévu, nous, sur juin-juillet, est décalé sur sur la rentrée, en fait, qui est très compliqué à gérer, puisque, alors bon, évidemment, vu ce qui s'est passé, on ne peut pas faire autrement, mais on va reprendre maintenant. Juillet-août, une période où normalement, tu es en vacances, mais il va falloir travailler. Pas simple pour certains, il faut s'organiser. Il faut s'organiser dans le travail de sportif en tout cas. Donc ça, c'est pas facile. Et surtout, bon, moi, ce qu'on a peur, c'est effectivement la blessure, puisque une période où il fait très chaud, c'est pas facile pour s'entraîner. Il faut s'entraîner soit très tôt, soit très tard. La pleine journée, c'est compliqué quand il fait trop chaud. Donc ça remet en question pas mal de choses sur le plan de l'entraînement. Il va falloir qu'on soit très attentif, en tout cas. Un petit peu tous.
Et puis surtout, ça va coïncider en septembre et octobre avec la reprise des étudiants. Et là, c'est pareil. Ils sont dans un cadre de reprise de leurs études. Et là, on va leur demander de courir, se déplacer. Donc, bon, c'est pas idéal, mais bon, là, on sauve les meubles d'une année qui aurait été une année blanche de toute façon. Sinon, c'était peut-être encore pire. Au moins, ça donne des objectifs pour que les gens ne s'arrêtent pas, parce que sinon, c'est trop compliqué, quoi. Après, nous, dans le groupe, alors SATUC, Général, le club, on a quand même des grosses têtes d'affiche. Donc, Gilali, par exemple, qui devait aller au jeu, donc qui ira à Tokyo en 2021. Donc, lui, c'est pareil, imagine-toi, une préparation d'1 an et demi qui est remise à zéro complètement, il faut recommencer. Donc là, c'est encore plus compliqué. Et puis nous, dans mon groupe, j'ai de quoi faire 2-3 très bons relais 400 mètres, ça c'est sûr, chez les jeunes. Et puis on a 2 ou 3 têtes d'affiche, Marcel que tu connais, Quentin, on a des gens qui sont là depuis longtemps et qui sont capables, je pense, cette année de rentrer aux élites, puisque justement, ça va être beaucoup plus ouvert. Ils vont ouvrir les qualifications par rapport aux années précédentes, où de toute façon, les gens n'ont pas pu courir, donc ça va se faire au bilan très tard. Donc ça risque d'être un peu particulier, on verra. Ça sera une belle fête d'athlétisme. Et c'est à Albi, tout près de chez nous, donc c'est l'avantage aussi, c'est qu'il n'y a pas de déplacement à prévoir. Ça c'est parfait, ça sera une belle fête en plus. Voilà, ça sera une belle fête, parce que les fêtes dans l'athlète sont pas mal aussi. Ouais, alors nous, notre gros moment, c'est les interclubs. Les interclubs, c'est 2 week-ends, c'est 2 dimanches au mois de mai, normalement. Premier week-end de mai et 3e week-end de mai. Ça, c'est la grande fête, puisque 90 athlètes et tout le club qui réunit sur 2 tours. Un premier tour régional et un tour national, une finale nationale. Et là, bon, c'est notre fête. Cette année, on n'a pas pu la faire. Donc, bon, mais voilà, on fait ça. On se débrouille. On se débrouille. Voilà. L'année prochaine sera belle. L'année prochaine sera belle. Donc après, en termes d'encadrement sportif, donc toujours préparation physique sur 1 ou 2 tennisman. Un peu de rugby, effectivement, avec 2-3 jeunes espoirs du Stade Toulousain que j'ai en préparation physique en dehors du stade, évidemment. Voilà, qui se passe plutôt bien. Donc c'est intéressant parce qu'ils sont jeunes, ils ont 11-12 ans. Donc là, on fait de la préparation très pointue, mais pas forcément très dure sur le plan cardio, parce qu'on ne peut pas à cet âge-là, effectivement. Mais des bases de travail techniques qui leur serviront pour le futur. Dont un, Louis, qui, à mon avis, est un grand espoir. Donc on verra bien si ça porte ses fruits. Et puis après, voilà, quelques interventions à droite à gauche en fonction des demandes, soit un peu de ski, soit voilà, il y a toujours un petit peu de demandes régulières. C'est pas un souci. Je m'adapte, mais effectivement, avec la vie professionnelle, bon ben, voilà, il faut gérer le truc. Sachant qu'en plus là, je rentre dans l'encadrement régional de l'ETR, donc en tant que coach régional, donc bon, ça va être un peu compliqué. On va voir tout ça. Il va falloir s'organiser. Et après, sur le plan boulot, ben, le plus dur, c'est la reprise. Là, par rapport au Covid, là par contre, ça va être un combat beaucoup plus difficile, je pense, que le sport, parce que je pense que la rentrée de septembre va être très compliquée sur le plan social. Alors nous, on a la chance de travailler avec des mairies et des communes, donc bon, les projets sont quand même là, même si ça va être un peu retardé. On avait fait une très bonne année l'année dernière qui nous permet d'avoir un peu d'argent de côté, mais je pense que ça va être très compliqué. J'ai très peur de ce qui va se passer pour la rentrée sur le plan professionnel et social, ça c'est sûr. Un sacré impact, oui, à venir. Ah oui, complètement. Bon, voilà un petit peu l'analyse de la situation. Ok, eh bien, écoute Laurent, un grand merci, vraiment. Merci à toi. Parce que c'était très très riche et hyper intéressant. J'ai appris beaucoup de choses, donc merci pour ça. Et bon, ben, du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour les quelques mois qui arrivent? Eh bien, écoute, que mes jeunes soient en forme, voilà, qu'ils s'éclatent dans ce qu'ils font, ça c'est sûr. Et après, pour le boulot, que ça continue comme se sont passées les 5 dernières années et tout ira bien. Après, on est toujours à l'écoute et à l'accueil de nouveaux athlètes, prêts à découvrir l'athlétisme, quel que soit leur niveau. C'est ça qui est important. Bon, ben c'est parfait, le message est passé. Donc, merci beaucoup. Merci à toi, Jonathan. Et à très bientôt. À très bientôt. C'est ainsi que s'achève ce numéro de Parole 2. Encore un grand merci à toi Laurent pour le temps que tu nous as accordé et surtout pour le partage des informations. Si vous avez des questions sur cet épisode ou si vous avez envie de parler de prépa mentale, n'hésitez pas à me contacter sur mon site internet www.leprépamental.com ou sur les réseaux sociaux comme Instagram ou LinkedIn à leprépa. Je vous souhaite une très très belle fin de journée ou un bon début de journée et surtout un très très bon déconfinement. À très bientôt.